Mais non, plus sérieusement. Avant d'étudier la subrogation, regardons un scénario de base où la subrogation n'est pas encore impliquée. Il y a 4 ans, Assunta s'est procuré pour la somme de 2000 $ un ordinateur portable. En raison de son usure, le portable vaut aujourd'hui 500 $. Par sa faute, Faustino a détruit le portable d'Assunta. Conformément à l'article 1457, Faustino doit réparer le dommage causé par sa faute. Il devra verser la somme de 500 $ à Assunta pour la perte de son ordinateur portable. À noter que si Assunta décide d'acheter un nouvel ordinateur portable au coût de 2000 $, cela ne change rien à l'obligation de Faustino, qui est de réparer le dommage causé, soit la perte d'un ordinateur ayant une valeur de 500 $. Reprenons cet exemple, cette fois en y ajoutant un assureur. Faustino détruit le portable d'Assunta. Toutefois, au lieu de poursuivre Faustino, Assunta effectue une réclamation auprès de son assureur de dommages. Conformément au contrat d'assurance, l'assureur verse une indemnité de 2000 $ à Assunta afin qu'elle puisse se procurer un nouvel ordinateur. Conformément à l'article 2474, après avoir versé l'indemnité à Assunta, l'assureur est subrogé dans les droits de cette dernière. L'assureur peut alors poursuivre le responsable des dommages, en l'occurrence Faustino. Voici la séquence des événements en 3 temps. Maintenant, pour analyser le lien de droit entre l'auteur du préjudice, c'est-à-dire Faustino, et l'assureur, il faut se référer aux articles 1651 à 1659 du Code civil du Québec. Il faut regarder particulièrement l'article 1651 qui prévoit que la personne qui paie à la place du débiteur peut être subrogée dans les droits du créancier. Elle n'a pas plus de droits que le subrogant. Si l'on applique cet article dans le contexte de l'assurance, on obtient ceci. L'assureur qui paie à la place de l'auteur du préjudice peut être subrogé dans les droits de l'assuré. L'assureur n'a pas plus de droits que ceux que détient l'assuré contre l'auteur du préjudice. Cela veut dire que pour l'auteur du préjudice, la subrogation ne modifie en rien son obligation de réparation. Cela veut dire que pour l'auteur du préjudice, la subrogation ne modifie en rien son obligation de réparation. Encore une fois, cela veut dire que pour l'auteur du préjudice, la subrogation ne modifie en rien son obligation de réparation. Tel que nous avons vu, Faustino a causé un dommage de l'ordre de 500 $ à Assunta. Normalement, Faustino devrait verser 500 $ à Assunta. Mais en raison de la subrogation, Faustino doit maintenant verser cette somme à l'assureur qui a indemnisé son assuré, en l'occurrence Assunta. Ainsi, pour l'auteur du préjudice, la subrogation a simplement pour effet de changer le créancier de son obligation de réparer le dommage. Revenons à l'article 1651 alinéa 2. L'assureur n'a pas plus de droits que ceux que détient l'assuré contre l'auteur du préjudice.
Cela veut dire que l'auteur du préjudice, Faustino, peut opposer à l'assureur les mêmes moyens de défense qu'il aurait pu opposer au créancier initial, soit Assunta. Cette solution est explicitée à l'article 1651. À titre d'exemple, Faustino pourrait opposer à l'assureur qui exerce son recours subrogatoire la faute contributive d'Assunta. De la même manière, l'auteur du préjudice, Faustino, pourrait opposer la prescription extinctive du recours du créancier, c'est-à-dire Assunta, à l'assureur. À titre d'exemple, en 2020, Faustino a commis sa faute qui a brisé l'ordinateur d'Assunta. En 2022, l'assureur verse une indemnité à Assunta et exerce son recours subrogatoire seulement en 2024. Lorsque l'assureur exerce son recours subrogatoire, il exerce avant tout le recours que l'assuré détient contre l'auteur du préjudice. Cela peut sembler évident, mais afin d'être subrogé dans les droits de l'assuré, l'assureur doit avant tout verser une indemnité à l'assuré. La subrogation étant avant tout un accessoire du paiement, elle ne peut survenir qu'après celui-ci. Il existe toutefois une exception à cette règle dans la jurisprudence que nous n'aborderons pas dans cette capsule. Deuxième remarque, l'assureur est subrogé dans les droits de l'assuré contre l'auteur du préjudice jusqu'à concurrence des indemnités qu'il a payées. Jusqu'à concurrence signifie pour un montant maximal. Ainsi, dans l'hypothèse où l'assureur a versé 300 $ à Assunta pour la perte de son portable, l'assureur ne pourra pas exiger plus de 300 $ à Faustino, même s'il a causé un dommage se chiffrant à 500 $. En effet, la subrogation étant un accessoire du paiement, l'assureur qui a versé 300 $ à son assuré peut seulement exiger 300 $ au responsable du dommage. Troisième remarque. Le montant de l'indemnité versée par l'assureur à son assuré n'est pas nécessairement le même montant qu'il pourra réclamer à l'auteur du préjudice. On se souvient que l'assureur n'a pas plus de droits que ceux que détient l'assuré contre l'auteur du préjudice. Si par hypothèse, l'assureur verse 2000 $ à Assunta, conformément à la garantie valeur à neuf prévue dans leur contrat, l'assureur pourra seulement exiger la somme de 500 $ à Faustino, ce qui correspond au montant réel du dommage qu'il a causé à Assunta. Quatrième remarque, pour bénéficier de la subrogation légale, l'assureur doit verser une indemnité à l'assuré. Voici un exemple où la subrogation légale ne peut pas intervenir. Le contrat d'assurance d'Assunta expire le 2. Faustino cause le dommage le 3. L'assureur verse 2000 $ à Assunta le 4, même si le contrat d'assurance n'est plus en vigueur, car Assunta est une cliente fidèle. Dans ce cas-ci, l'assureur ne verse pas une indemnité d'assurance, il effectue plutôt une donation
motivés par des considérations commerciales. La subrogation légale ne peut donc pas jouer dans ces circonstances, mais l'assureur pourrait, au moment où il verse les 2 000 $, exiger une subrogation conventionnelle à Assunta, conformément aux articles 1653 et 1654, afin d'être subrogé dans ses droits et poursuivre Faustino. Pour répondre à cette question, reprenons notre exemple. Par sa faute, Faustino a détruit le portable d'Assunta. Le dommage causé se chiffre à 500 $. Assunta effectue une réclamation à son assureur, mais son contrat d'assurance prévoit un déductible de 100 $. C'est-à-dire que l'assureur ne paie pas pour les premiers 100 $ de dommages. L'assureur verse alors 400 $ à Assunta. Cette situation donne application à l'article 1658. Le créancier qui n'a été payé qu'en partie peut exercer ses droits pour le solde de sa créance par préférence au subrogé dont il n'a reçu qu'une partie de celle-ci. Si l'on applique cet article dans le contexte de l'assurance, cela signifie qu'Assunta, qui n'a été payé qu'en partie par son assureur, peut exercer ses droits contre Faustino pour le solde de sa créance par préférence à l'assureur. Concrètement, dans l'hypothèse où Faustino est insolvable et qu'il dispose de seulement 150 $, Assunta sera payé en premier pour sa créance de 100 $. L'assureur qui détient une créance de 400 $ à l'égard de Faustino sera payé en deuxième. Il recevra alors les 50 $ restants, mais conservera une créance de 350 $ contre Faustino, sous réserve des règles applicables à la prescription extinctive. Il existe plusieurs limites à la subrogation de l'assureur. Mentionnons tout d'abord l'article 2402 alinéa 2 prévoyant que la clause de la police par laquelle l'assuré consent en faveur de son assureur, en cas de sinistre, une cession de créance qui aurait pour effet d'accorder à ce dernier plus de droits que ceux que lui confèrent les règles de la subrogation est réputée non écrite. Reprenons notre exemple initial. L'assureur verse une indemnité de 300 $ à Assunta, mais la police prévoit que l'assuré cède à l'assureur sa créance contre l'auteur du préjudice. Par le mécanisme de la cession de créance, l'assureur pourrait alors exiger 500 $ à Faustino, malgré qu'il a seulement versé 300 $ à Assunta. Une telle clause dans la police est réputée non écrite. Autre limitation à la subrogation, l'assureur ne peut être subrogé contre l'assuré responsable du sinistre, ni contre sa succession. Autrement, l'assureur verserait une indemnité pour la récupérer immédiatement après. Une autre limite à la subrogation de l'assureur peut se retrouver dans le contrat d'assurance. Il est possible que l'assureur ait renoncé dans la police à son droit d'être subrogé contre certaines personnes. Une telle renonciation est fréquente en matière d'assurance construction. À titre d'exemple, un entrepreneur général prend une assurance pour un chantier et la police prévoit une renonciation à la subrogation à l'égard des sous-entrepreneurs. Dans ce cas, l'assureur ne peut exercer un recours subrogatoire contre le sous-entrepreneur qui serait responsable des dommages.
La plus importante limitation à la subrogation de l'assureur est prévue à l'article 2474 alinéa 2, établissant que l'assureur ne peut jamais être subrogé contre les personnes qui font partie de la maison de l'assuré. L'expression « maison de l'assuré » réfère avant tout à des personnes et non à un lieu physique en tant que tel. Il n'est donc pas nécessaire que ces personnes habitent les lieux assurés. Règle générale, l'expression « personnes qui font partie de la maison de l'assuré » comprend les ascendants, descendants, conjoints et collatéraux au premier degré. Concrètement, il ne saurait y avoir subrogation contre les parents, grands-parents, conjoints, enfants, petits-enfants, frères et sœurs de l'assuré. Cela signifie que si Faustino est le conjoint ou le fils d'Assunta, l'assureur ne pourra pas exercer un recours subrogatoire contre lui. Cette limite importante à la subrogation de l'assureur s'explique par le fait qu'il est peu probable qu'un assuré poursuive un de ses proches. Il s'agit, selon la Cour d'appel, d'une question de sens commun. Non seulement le recours subrogatoire est impossible à l'encontre des personnes faisant partie de la maison de l'assuré, le recours subrogatoire est également impossible contre l'assureur de responsabilité civile de ces mêmes personnes. Enfin, une restriction similaire existe maintenant en matière d'assurance de copropriété. Voilà qui termine l'étude de la subrogation de l'assureur.